Bonjour. Bonjour ma fille. On s'est déjà dit bonjour ce matin. Je vais commencer. Je vais commencer tout de suite par faire une précision. Il y en a qui ne connaissent pas les conférences gesticulées. Ouais, alors une conférence gesticulée, c'est ni une conférence, ni un one-man show, mais c'est un peu intermédiaire entre les deux. Ça fait partie d'un mouvement d'éducation populaire politique où on se dit qu'il faut parler aux gens dans leur intégralité, cerveau, cœur, tripes, et où on a un discours politique. Et on est pas loin de 200 maintenant en France, sur tous les thèmes qui existent, peut-être pas tous encore, mais quasiment. Et des fois on dit qu'une conférence gesticulée c'est un mélange de savoir froid, c'est-à-dire savoir académique, savoir issu des livres, le savoir qui est censé être accessible par les lectures scientifiques, et de savoir chaud, c'est-à-dire les expériences de vie des gens qui les racontent. Et l'idée c'est que ça fait pas du tiède, c'est que ça fait de l'orage. Sinon le tiède ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et donc voilà, donc dans une conférence gesticulée on parle un peu de soi, je ne peux pas jouer la conférence gesticulée de quelqu'un d'autre, et a priori personne ne peut jouer la mienne. Il y a des fois où je vous donne mon avis, forcément, c'est mon vécu. J'ai travaillé sur la légitimité, j'ai travaillé sur mon ego et sur ma légitimité à dire ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en parler après. Et puis vous pouvez faire une conférence gesticulée, si ça vous donne envie de faire des conférences gesticulées, c'est top. Et voilà, donc c'est parti. Et la mienne va inclure un certain nombre de chansons, voilà, c'est pas obligatoire. Empreinte d'un jour, une trace, dans un magma de vie fugace. Décortiqué, brûlé par des années, schizophrénétique anonyme de la société. Juste une étape dans un voyage, mon frère. S'abreuver de 1000 visages. Allez, viens! Allez, viens! Juste une étape dans un voyage pour trouver le vieux sage. Renaissance d'une coquille évidée. Les doutes levés, l'absence de certitude éclate. Équimorose, famille des bovidés, quand l'amour s'assèche, l'œuf rate. Juste une étape dans un voyage, ma sœur. S'abreuver de 1000 paysages, de 1000 visages, allez viens! Allez viens! Dans un voyage pour trouver la voie sage. Circuit de blanchiment, grande lessive. Suggérer des désirs, aidez-moi. S'abreuver aux rivières primitives et recouvrer l'humain en moi. Dans un voyage, s'abreuver de 1000 paysages, de 1000 visages. Allez! Une étape dans un voyage. J'ai écrit cette chanson il y a 12 ans. J'ai écrit cette chanson il y a 12 ans. Le micro, c'est juste pour les chansons.
Et donc c'était un moment un peu charnière de ma vie, je ne sais pas si ça s'entend, si les paroles étaient clairement audibles ou pas. Il y avait un petit doute en moi, on n'a qu'à dire. Alors que pourtant je venais d'être recruté au poste de maître de conférence en micro et nanotechnologie à l'université de Bordeaux. Donc normalement, fonctionnaire, service public, la vie est belle. Sauf que je me posais déjà pas mal de questions sur le sens de ce que c'était que le service public, sur l'influence que pouvaient avoir les micros et nanotechnologies, parce que j'avais déjà une petite conscience écologique. Et du coup, je vais vous parler un petit peu, alors en condensé, hein, normalement je fais plutôt 2 heures qu'une heure, de ce que j'étais avant, de pourquoi finalement j'en arrive à vous dire que je suis décroissant, et pas seulement ceux qu'on mange au petit déjeuner. Et pourquoi je précise que je ne suis pas pour le retour à la bougie aussi, parce que je pense que c'est assez important. Je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous sont décroissants, ou décroissantes, mais quand on annonce à quelqu'un, notamment dans certaines sphères, qu'on est décroissant ou décroissante, on se prend un certain nombre de choses assez désagréables en face. Et du coup, voilà, c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Alors à la base, moi j'étais pas décroissant. À la base, moi j'étais plutôt à fond dans la compétition. Mon truc c'était le squash. Je n'ai pas beaucoup de place ici pour le faire bien, mais moi je faisais de la compétition, mais à fond. J'adorais la compétition, j'adorais donner le meilleur de moi-même, j'adorais battre les autres. Et j'étais en équipe de France de squash, je faisais de la compétition tout le temps. Puis à l'école, j'étais dans la compétition aussi quand j'étais en CM2. Je m'amusais par exemple à faire les relevés de notes de tous les camarades pour savoir si je faisais bien premier de la classe, parce que c'était important quand même. Donc vous savez, à l'âge où les gens vont plutôt jouer à la récré, moi je recopiais tous les noms, toutes les notes, etc. Bon, ça vous donne un peu l'état d'esprit. Et c'était pas décroissant, ça c'est du Kevlar, hein, donc c'est du pétrole, c'est issu de la haute technologie. Les terrains de squash, c'est des bois pas renouvelables, c'est des néons qui consomment 3000 watts, c'est des chaussures en plastique. Après, il y a des choses belles, hein. C'est la volonté de se surpasser, de donner le meilleur de soi. J'étais pas trop hargneux avec les autres. Je pouvais avoir des victoires en jouant mal et j'étais pas content. Je pouvais avoir des défaites en jouant bien et j'étais content. Je suis pas en train de me flageller à dire que j'étais que un sale con. Mais voilà, j'étais vraiment méritocratie, élitisme, excellence, compétition. C'était moi. J'étais à fond dedans. Ah oui, j'étais fils de médecin, donc pas spécialement dans la misère par mon milieu social. J'ai fait une prépa là aussi où c'était à la limite. Vous voyez, déjà j'avais des petites sens. Si vous avez le soleil dans les yeux, ça m'embête pour vous. On va implorer les nuages. No rain, no rain. Et donc voilà, j'étais en prépa et j'étais dans une toute petite prépa. L'avantage c'est qu'on était certes, vous savez, la classe préparatoire, maths sup, maths spé, on est quand même, c'est une compétition, on n'arrête pas de définir ça comme le milieu de la compétition. Mais nous on était dans une toute petite prépa, donc on était hyper solidaires entre nous. Ça c'était chouette, parce que en fait nos ennemis c'était les grandes prépas. Et du coup, nous, entre nous, on était là à s'aider vachement, on était hyper soudés. On avait des profs qui étaient hyper intéressants. Et c'était un pied intellectuel de ouf, quoi. Quand dans la même journée, on fait des espaces fréliversiens complexes, de la chimie organique avec de la mécanique quantique dedans, et qu'on se fait un problème en physique où on allie des études des ondes gravitationnelles, de la mécanique des fluides et de l'électromagnétisme. Moi, j'étais un homme heureux. J'étais hyper heureux. J'étais un pur produit, j'étais un pur scientiste en fait. Quel que soit le problème que vous aviez, il y avait une solution. La science, la recherche, la raison. Donc j'avais un peu de mal avec les êtres humains, parce que les êtres humains c'est compliqué. Un jour on dit ça va, et les gens répondent bah oui ça va, puis le lendemain la même personne on dit ça va, il fait ah non ça va pas. Ah plus. C'est affreusement pas reproductible. Enfin je veux dire ça manque de... C'est pas carré quoi, enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais voilà. Je sais que les êtres humains se reproduisent, mais en tout cas leurs comportements sont pas reproductibles. Et voilà, puis petit à petit, il s'est passé la vie. Il s'est passé des choses aussi, je vais pas en parler trop longuement, mais ça m'avait fait. Alors
jeunes n'écoutez pas. Ceci n'est pas une apologie, c'est juste une expérience vécue. Je suis obligé d'en parler parce que chez moi, le cannabis personnellement m'a aidé à descendre de là à un petit peu plus là, à me sentir plus connecté à vous, aux gens, à la nature aussi, énormément à la nature. Et voilà. Et après, il y a d'autres choses. Il y a autre chose que je vais résumer du coup par une chanson. On a fait un deal avec Béatrice que je fais court, que vous pourrez venir et partir quand vous voulez, et que je faisais des chansons. Et comme il se trouve que j'ai des chansons qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont assez autobiographiques. On ne détruit pas un ego comme ça, hein, Ça va ma puce? Et bonne à crêpe. Autocontrôle, intercontrôle, mais l'autre à distance norme-le, flash-le, surveille-le. Interdiction, répression, plus de police, de prison, punissent, encadrent, enferment, galvaudé, l'égalité volée, volatile, la liberté plumée. Inadapté, cloisonné, nos administrations régulent, évaluent, classifient, légifèrent. Libère ta créativité, quel scandale, quelle horreur, tout maîtriser, en tout lieu, en toute heure. Galvaudé, l'égalité volée, volatile, la liberté plumée. Passion triste, emprisonnement, joie malsaine du ressentiment, tu es victime, bourreau, bouc émissaire. Individualisme primaire, devant ta télé solitaire consomme, accumuler tes poids, désolé, galvaudé, égalité volée, volatile, la liberté plumée. Ouais, direct. Je sais pas d'où ça vient, ça faisait pas hier, en 3 heures. De la guitare donc. Alors c'est une chanson, je sais plus la source, c'était un article assez long, donc soit dans le Monde Diplo que j'ai lu entre 98 et 2002, et qui m'a asséné chaque paragraphe de cet article, ça me faisait boum, ça me faisait écho, ça me prenait aux tripes, et sur ce que j'appelle la société normopathe. Voilà, on a une norme, puis dès qu'on est un petit peu déviant, bah, en fait on est malade, quoi, on n'est pas bien. Et moi je me sentais pas bien, par exemple en école d'ingénieur, j'étais ingénieur à Grenoble, et non pas agronome, en école d'électronique, et on était dans un magnifique entre-soi,
de gens privilégiés. Il y avait 2 ouvriers dans ma promo sur 100, 2 fils d'ouvriers dans ma promo sur 140, 6 filles. Et puis des gens qui se posaient pas trop de questions, quoi. Moi à l'époque, j'arrivais pas à me les poser vraiment. Je sais pas comment dire. J'étais plutôt en, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, et j'arrivais pas à savoir ce qui n'allait pas bien. Et du coup, avec cet article, tout d'un coup, il y a des mots, des fois, vous savez, quand on, voilà, le premier, sur le contrôle, la mise à distance, les normes, la surveillance, la répression, les évaluations permanentes, les classifications, le fait qu'il faille rentrer dans le moule au niveau créativité, enfin, dans le milieu où j'étais, en tout cas, il fallait pas être trop... voilà, en école d'ingénieur, à un moment, j'avais demandé plus de théâtre et plus d'art en cours d'anglais. On m'a dit bah non, on est là pour vous faire du business, hein, les enfants. Au revoir. Et la télé, moi j'ai été élevé, vous savez, tous les soirs je regardais le journal télévisé avec mes parents à 20h. Donc Nouri Assad qui est 6-7 ans jusqu'à mes 17-18. Alors j'ai réussi à leur faire regarder les guignols de l'info après, mais c'était un peu plus une autre façon de s'informer, on n'a qu'à dire. Mais c'était assez anxiogène, quoi, vraiment. Et puis, et c'est là que commence le lien un peu avec l'écologie. Je vous ai dit que j'étais un scientifique, j'aimais vraiment toutes les sciences technologiques. Hein. Archéologie, histoire, tout ça, ça m'intéressait pas tellement à l'époque. Mais c'est évidemment pas un jugement de valeur, hein, j'ai changé depuis. C'est juste à l'époque on faisait des sciences dures, des sciences exactes, quoi. Vous voyez, on faisait pas des sciences molles. Des sciences humaines et sociales, des trucs imprécis. Pour moi, c'était aberrant, c'était pas des scientifiques les gens qui faisaient ça. Et puis, j'ai découvert la science-écologie. Donc, pas l'écologie politique, rien à voir, juste les gens dont c'était le métier d'étudier l'environnement, les petits papillons, comme le maquillage du papillon. Voilà, la nature, les interactions, les pollutions, les trucs comme ça. Et j'ai eu 2 gros flashs majeurs, donc là c'était entre 96 et 2000. J'ai entendu parler, vous en avez sûrement entendu parler, enfin pas forcément d'ailleurs, excusez-moi, mais le rapport du Club de Rome de 1972, dit rapport Meadows. Et donc j'en ai entendu parler, à l'époque, oui j'avais internet, en 96 c'était un petit peu tôt, j'étais en école d'ingénieur, on avait une salle avec plein d'ordinateurs, alors on pouvait aller sur internet. Et donc, M. Meadows, il avait 29 ans et il coordonnait un groupe de 400 chercheurs et chercheuses, plutôt chercheurs d'ailleurs, à l'époque, dans différents sens, climat, enfin, en lien avec l'écologie. Et ce rapport de 1972, hein, alors pour les plus âgés, vous vous rappelez Raymond Dumont, René. René, quoi ? Ah pardon, René Dumont. Il y a quand même de très vieux. Et donc ce rapport, il était clair, c'était, il disait, bon bah au rythme actuel où on pille les ressources, il y en a jusqu'en 2030, 2040, 2050, avant que ça commence à s'épuiser. Et ce rapport s'appuyait donc sur la littérature scientifique de l'époque. Pour la petite histoire, des mises à jour plus récentes confirment cette tendance à 5-10 années près. Hein. Et pourtant, ils ont émis des préconisations à l'époque. Et c'est là que moi, en tant que scientifique, à l'époque encore assez rationalisant, quoi, j'étais là, mais... Donc il y avait 2 préconisations. Et c'est là que, en fait, Garcimore arrive, le magicien, enfin Majax, je ne sais pas qui vous voulez, David Copperfield. Donc il y a eu 2 préconisations. Il y en avait un qui disait, on va faire de la recherche, on va optimiser la consommation, on va essayer de consommer moins d'énergie, moins de matières premières, on va rechercher à vraiment polluer le moins possible quand on consomme. Puis il y en avait une deuxième qui disait, on va consommer moins. Voilà, donc 400 scientifiques, les pontes du sommet, bien sûr, les pontes de l'époque, avaient mis ces 2 préconisations, et là, ça arrive à l'ONU, ça arrive dans les organismes internationaux, et mesdames et messieurs, à la fin, il n'y a eu qu'une seule recommandation, gardez, le greenwashing, pardon, excusez-moi, l'autre nom, la croissance, Croissance verte. Croissance verte, merci. Le développement durable. Ah non, pas du lapin. durable de lapin. Voilà. Et du coup, on a gardé l'aspect un peu décroissant, l'aspect consommer moins. Ça a été gardé aux pique-niques, aux alternatifs,
aux gens pas crédibles, pas sérieux, c'est pas économique, c'est pas économiquement viable. Et du coup, c'était en 72. Et encore aujourd'hui, parler de décroissance, c'est pas globalement dans les médias principaux. Même José Bové, interrogé sur France Inter il y a 6 ou 9 mois par un auditeur qui était décroissant, même José Bové, ouais, je dis ça quand même parce que j'ai une affection forte, j'ai eu en tout cas, et j'ai encore d'ailleurs, mais il avait balayé la question de la décroissance en disant non mais là il faut rester crédible, il avait un peu balayé au niveau, en évoquant la crédibilité de la chose. Ça m'a fait, ouais, ça m'a vraiment, ça m'a fait mal. Donc, je commençais à me sentir pas bien dans mes lectures, dans mes trucs, mais j'étais un peu armé. Et là, il y a une deuxième couche. Alors là aussi, je vais aller rapidement dessus. J'ai découvert l'effet rebond. Au début, l'effet rebond, je trouvais ça cool. Je me disais, ah, c'est cool, ça veut dire que ça nous permet de rebondir, c'est chouette. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'effet rebond, c'est un effet qui est empiriquement constaté, qui est que même quand on fait des innovations en termes, par exemple quand on fait des voitures qui sont moins lourdes, donc moins de métal, des voitures qui consomment moins de litres au 100, etc. Même quand on fait des innovations qui sont censées faire consommer moins, et bien au final, une fois que ça passe par le prisme de l'économie capitaliste de marché actuelle, en tout cas, c'est factuel, hein, les mots sont factuels, et bien à la fin ça pollue plus. Donc là on est très content en France, ça fait 2 années de suite que les émissions de CO2 liées à la bagnole diminuent un petit peu, mais en échange il y a 60 millions de nouveaux véhicules en Chine qui sont peut-être, voilà, ok, ils consomment que 5 à 8 litres au 100, alors que les bagnoles de ma mère consommaient 15 à 20 litres. Mais il y en a tellement plus, c'est pour ça que c'est un ensemble, c'est tout qui est intriqué. Certes il y a l'innovation technologique, mais après il y a le marché, et que en fait plus on fait une percée technologique qui est d'amplitude, et généralement si on consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de matière, ça coûte beaucoup moins cher, ça se démocratise, et du coup au final ça pollue plus. Je vous mets au défi de trouver un contre-exemple, a priori il n'y en a pas. Le dernier en date, j'ai pas les études, donc j'étais dans le domaine de la micro et nanotechnologie. Donc on cherchait, vous avez tous et toutes vu les écrans plats, les magnifiques écrans plats, les très grands, très beaux, très... Nous quand on cherchait dans ces domaines-là, dans le milieu de la recherche, il fallait justifier, ça va consommer moins de matières premières, ça va consommer moins d'énergie. Et indubitablement, un écran plat consomme moins de matières premières en quantité, en poids, consomme moins d'énergie en water, donc de pétrole, de nucléaire, ce que vous voulez, qu'un écran à tube cathodique de même taille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que maintenant, quand vous êtes dans un couloir à la gare, vous allez voir 6 panneaux de 2 mètres sur 1 mètre, magnifiques, hein, en couleur, petite parenthèse, accessoirement avec des petites caméras pour filmer vos réactions, hein, faut le savoir parce que c'est toujours intéressant à savoir. Dans tous les grands panneaux publicitaires dans les gares, il y a 2 petites caméras là, ce qui leur permet d'enregistrer vos réactions pour optimiser les... je sais pas, pour essayer d'analyser vos codes vestimentaires, savoir un petit peu à quel type de consommateur ou de consommatrice vous pourriez appartenir pour éventuellement... Il y a des logiciels qui apprennent, hein, vous savez, ils apprennent énormément, l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est une parenthèse. Mais des écrans plats, j'en ai vu chez le boucher, il y en a dans les agences immobilières, il y en a maintenant dans toutes les voitures avec les GPS. Enfin bref, il y a les tablettes, il y a une multiplication du nombre d'écrans qui fait que cette belle innovation technologique des écrans plats qui consommaient moins de matières premières et moins de plastique fait que je suis persuadé qu'il n'y a aucun effet décroissant, de baisse de consommation au quotidien. Par ailleurs, les écrans plats, bien plus que les écrans à tube cathodique, consomment énormément de métaux rares et de terres rares qui portent bien leur nom, je suis navré de le dire. Et les premières pénuries en métaux et terres rares sont prévues pour 2060. Ce serait le cobalt, si mon souvenir est bon. Donc il y a déjà ça. On les recycle très mal, hein, l'économie circulaire, le recyclage, voilà, les meilleurs taux de recyclage atteignent 40 ou 50%. Dans certains domaines, on ne pourra jamais faire mieux.
Et c'est déjà des enjeux géopolitiques énormes. Vous avez entendu parler d'Evo Morales qui s'est fait mettre des pressions phénoménales pour exploiter Pachamama, pour des mines de lithium. Et la Chine est à 95% des ressources dans certaines terres rares. Donc ne vous étonnez pas si Emmanuel Macron ne parle pas trop des droits de l'homme à son homologue chinois la prochaine fois qu'il y va. Étant donné que les énergies renouvelables consomment beaucoup, tant qu'on ne décroît pas, elles consomment beaucoup de matières premières. Donc voilà, l'effet rebond, le rapport Meadows, la science écologie, ça c'était pour la théorie. J'ai quand même fait une thèse en microélectronique. Alors ma bonne conscience à moi, c'est que c'était sur la fiabilité. La fiabilité, c'est pour que ça dure plus longtemps. Hein, j'étais de bonne voie. Donc j'ai fait une thèse qui s'appelle « Le thyristor parasite des technologies CMOS application à la protection contre les décharges électrostatiques ». Voilà. Ouais. C'est pour ça que je fais une conférence gesticulée, c'est pour dire le titre de ma thèse. Et là, j'ai continué mon édification personnelle, c'est-à-dire que là, j'avais des choses en écologie, mais je me disais qu'encore avec plus de science, on serait plus rationnel et on arriverait mieux. J'étais encore dans cette croyance, ça décroissait un petit peu, mais... Et puis là, il m'est arrivé une jonction avec la politique, une jonction forte, 3 jonctions fortes. C'est que je suis allé au Forum Social Mondial à Porto Alegre, parce que le premier Forum Social Mondial, moi j'avais des gens qui y étaient, et qui n'arrêtaient pas de me dire à quel point c'était génial ce qu'ils faisaient, des ateliers, des rencontres, la fête, des échanges, des initiatives locales, etc. Et dans les médias français, on entendait parler de Jean-Luc Mélenchon, Benoît... à l'époque c'était Huchon, Olivier Besancenot, et on n'entendait parler que d'eux, que des gros trucs. Et moi j'étais en injonction par de ça, je me disais mais c'est quoi la vérité quoi, donc il faut que j'aille voir moi-même. Et donc je suis allé voir le Forum Social Mondial, le 2e, ce qui n'est pas très décroissant. Bon. Vous verrez, je sais, au cas où j'ai pas le temps de la faire plus tard, je la fais tout de suite. J'ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur et j'ai une voiture, d'accord? Je suis pas en train de... La décroissance, pour moi, c'est pas un truc individuel tout seul dans son coin. Je suis décroissant par rapport à avant et moins que demain. Voilà. Je suis pas dans la... Voilà, on fait chacun comme on peut avec des parcours différents. Donc j'étais au Forum Social Mondial et là j'ai vu une façon de faire de la politique, mes amis. Donc des petits ateliers à 9 personnes avec des agricultrices du Mexique qui s'étaient réunies en coopérative, des producteurs de riz du Laos ou de Thaïlande qui étaient allés pendant 6 mois au Sénégal pour leur apprendre à consommer 2 fois moins d'eau et faire 2 récoltes par an, un truc de malade. Donc un truc qu'on appelle Sud-Sud, même si le Laos et la Thaïlande sont dans l'hémisphère nord, vous savez, c'est des pauvres, c'est du Sud. Et des choses sur, je sais pas, la commission réconciliation du Sri Lanka, alors qu'il a malheureusement pas forcément si bien tourné que ça après, mais enfin, le travail qu'ils avaient essayé de faire pour inclure la population, pour se réconcilier après les guerres civiles. Enfin, plein de trucs, des petites choses. Un truc sur les OGM. Bon, ici, il n'y a que des pro-OGM, je crois. Sûrement, sans doute. Donc j'ai évidemment vu il y avait des ateliers sur les OGM, il y avait des ateliers sur les nanotechnologies. C'était la première fois que j'en entendais parler, enfin non, c'est pas la première fois que j'en entendais parler, mais enfin, c'était une des premières fois que j'en entendais parler de manière critique. Alors moi à l'époque c'était encore un petit peu, bon, pour moi je me dis la science était la solution, la politique était le problème. Et là je sortais d'un atelier sur les nanotechnologies avec Jim Thomas de l'ETC Group et j'en ai pris plein la gueule, hein, parce que enfin, forcément moi je prenais la parole pour dire mais oui mais là vous caricaturez. Oh, mais je caricature, enfin oui. En fait, dans mon point de vue, il caricaturait, sauf qu'après, c'est lui qui m'a montré que c'est moi qui caricaturais et qui était dans le monde de Bisounours, quoi. C'était pas lui l'utopiste, en fait. C'était moi, quoi. Et nanotechnologie, OGM, nucléaire, intelligence artificielle, neurosciences. Dans ma version longue de compte, je décris pas mal les nanos, mais en version courte, je peux pas. Je vais vous dire tout simplement, c'est la même chose, en fait. C'est les mêmes choses qu'il y a derrière. Innovation, pour l'économie, qui bénéficie aux riches en premier, qui exploite les pauvres, croissance, prétexte de faire du bien pour l'humanité en dépit de tout ce qui est constaté, et puis la grande phrase, mais comment on va nourrir 7 milliards de gens sur la planète, et puis après 9 et 10? Ah ouais? Ben attendez, j'étais à un atelier là sur le riz, où ils ont dit que le meilleur rendement à l'hectare du monde,
C'était un mélange de 3 variétés de riz dans une petite province de Chine où ils atteignaient 185 quintaux à l'hectare de manière durable depuis des siècles. Alors moi ça me parle pas trop, mais le meilleur rendement OGM qui était atteint, c'était à l'époque c'était 135 pendant 5 ans, parce qu'après les rendements décroissent. Alors du coup, moi tout ça en tant que scientifique, ça tenait plus debout, ça ne tient plus debout, ça ne tient pas debout. Toujours plus d'innovation, de technologie, ça tient pas debout. Mais quand même, je vais faire de la science, je vais essayer, je vais faire de la science. On trouve quelque chose. Ouais, on trouve. On a trouvé un truc dans la protection contre les décharges électrostatiques, etc. Et là, bam! Ah oui, non, j'ai oublié de préciser. C'était une thèse, donc en collaboration industrielle. Et du coup, l'industriel a voulu déposer un brevet. Donc déjà, à ce moment-là, je me suis renseigné sur les brevets, leurs conséquences. On voit aussi sur les OGM, d'ailleurs. Merci pour eux, ils se portent très bien. Donc j'étais déjà pas mal contre. Donc non seulement il y a eu ce brevet, et en plus de ça, il a été préempté par l'armée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qui était mon cas quand ça m'est arrivé, la signification du mot préemption, il faut savoir que dans tous les pays du monde, sauf le Costa Rica, puisque c'est l'armée américaine, et bien la première personne à regarder un brevet, c'est un fonctionnaire de défense, un fonctionnaire de l'armée. Donc, quand ça les intéresse,